Donc on aborde maintenant le 5e dossier de cette première conférence de gynécologie obstétrique pour les D3. Je l'avais intitulé « Une patiente de 40 ans consulte pour une rétention intravaginale de préservatif ». Donc là vous verrez, c'est quelque chose que vous verrez relativement fréquemment aussi quand vous ferez des gardes aux urgences gynéco ou que vous avez peut-être déjà vu et eu l'habitude de prendre en charge. Donc, une patiente de 40 ans, on est le vendredi, il est 23 h, vous êtes de garde et elle vient parce qu'elle a un préservatif qui est coincé après un rapport sexuel avec un homme pendant que son mari était à l'étranger. Question 1, que recherchez-vous à l'interrogatoire? Bon, concernant ce problème, hein, c'était ça la question. Alors, je vous ai marqué la notion d'éjaculation. Bien sûr, vous préviendrez la patiente des mêmes risques, mais votre raisonnement ne sera pas forcément le même si jamais vous savez qu'il y a eu une éjaculation avant. Vous lui demandez si jamais un autre moyen de contraception. Si jamais elle lui dit bah oui, j'ai aussi la pilule ou j'ai un stérilet, les choses ne sont pas forcément les mêmes. Vous lui demandez si elle connaît son statut sérologique à elle et celui de son partenaire. Et puisque vous êtes gynécologue, eh bien vous lui demandez comment est son suivi gynécologique et de quand date son dernier frottis cervico-vaginal. Puisque vous savez, avec toutes les confs qu'on a eu, tous les dossiers qu'on a eu avant, qu'il doit se faire à partir de 25 ans, un an plus tard, puis tous les 3 ans. Voilà. Pourquoi la notion d'éjaculation est-elle importante? Ah oui, alors c'est ça que je ne vous ai pas vraiment expliqué. La notion d'éjaculation, si vous savez que le risque en fait lié à cette rupture de préservatif ou à ce préservatif qui est resté coincé au fond du vagin, il est lié au rapport sexuel. Et donc vous avez le risque lié aux maladies sexuellement transmissibles, le risque de grossesse, et vous allez prendre en charge la patiente de la même manière. Mais disons que si jamais elle refuse le traitement, ou si jamais elle refuse des examens que vous allez lui prescrire pour ces risques-là, disons que le fait de savoir qu'il y a eu éjaculation est une manière d'argumenter vis-à-vis d'elle votre prise en charge. Donc c'est pour ça qu'il faut le demander, ça vous permet vous aussi d'évaluer les risques. C'est comme ça que je le vois et je vous encourage vraiment à le demander. Question 2, donc je disais, vous procédez au retrait du préservatif. Est-ce qu'il y a des examens complémentaires à proposer? Si oui, lesquels? Sinon, pourquoi? Bon, alors moi j'ai dit oui, bien sûr. C'est un rapport sexuel à risque puisque ce n'est pas son partenaire habituel. Bon, vous direz certes, elle le connaît peut-être depuis 20 ans, mais bon, on ne sait jamais, il faut le considérer comme ça. Donc les sérologies MST, voilà. Les bêta-HCG, ça se discute, on peut toujours les faire maintenant pour savoir si jamais elle n'est pas enceinte actuellement, mais en tout cas, il est sûr qu'ils ne sont pas positifs maintenant à cause du rapport qu'elle a eu il y a quelques heures. Ça se discute. Question numéro 3, alors elle vous dit qu'elle n'a pas de contraception, que lui proposez-vous dans l'immédiat? Alors concernant ce risque de grossesse, eh bien il faut lui proposer une contraception d'urgence, voilà, en toutes lettres il faut le dire, je l'ai marqué sur 5 points, c'est le Norlevo qu'il faut connaître et c'est en prise unique. Voilà, et puis après, si jamais elle n'a pas de contraception, qu'elle a comme ça des rapports qui peuvent être un petit peu à risque, le préservatif s'est coincé, ça arrivait une fois, peut-être qu'elle n'a pas l'habitude de l'utiliser avec son mari, que là c'était un rapport comme ça occasionnel. Si jamais elle est amenée à en avoir, il vaut mieux qu'elle ait de nouveau une contraception. Donc il faut discuter avec elle d'une contraception. Quels sont les délais à respecter pour le prise de Norlevo? Oui, alors ça c'est à savoir, il faut lui dire. Le Norlevo en tant que contraception d'urgence de rattrapage, c'est à prendre dans les 72 heures après le rapport à risque. C'est 72 heures, mais il faut bien insister sur le fait que plus tôt elle le prend, plus de chances elle a que ça marche et que ce soit efficace. Je vous avais noté les chiffres qu'on avait, donc c'est l'évonogestrel, c'est un progestatif de 3e génération. Si jamais elle le prend dans les 24 heures, elle a 95% de chances que ça marche. Si jamais elle le prend dans les 48 heures et que le rapport était vraiment fécondant, elle a 85%, déjà on perd 10%. Et si jamais elle le prend dans les 72 heures, ça marche aussi, mais ça marche dans 58% des cas. Donc vraiment, il faut lui dire, voilà, je vous le donne maintenant, hâtez-vous de le prendre. Et que dire à la patiente sur les conséquences de ce traitement? Alors sur les conséquences du traitement, donc il n'y a pas vraiment d'effets secondaires avérés. Ça peut entraîner des petits saignements, des petites métrorragies, parfois un petit peu plus abondantes que des règles, mais la plupart du temps, c'est surtout comme des spottings en fait, qu'elle peut avoir. Généralement, ça s'estompe dans les 48 heures après la prise du traitement, donc c'est pas très important, mais bon, on peut dire que éventuellement les spottings qu'elle a peuvent durer jusqu'aux règles suivantes.
Bon, c'est possible. Il peut y avoir des petites douleurs pelviennes, mais c'est pas majeur. Donc vraiment, le plus important, c'est ça, et les symptômes disparaissent vraiment très rapidement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est il y a une relativement nouvelle contraception du lendemain qui est sortie. C'est l'ulipristal acétate. Ça s'appelle Elaone, E-L-L-A-O-N-E. C'est une contraception d'urgence qu'on peut donner jusque dans les 5 jours. Donc si jamais vous avez une patiente qui vient vous voir après un rapport à un risque et que vous êtes au-delà des 72 heures pour le Norlevo, mais qu'on est avant 5 jours, dans ce cas-là, vous pouvez lui prescrire le Elaone. Voilà, donc à savoir, je vous le dis, ça peut rendre service. Donc question suivante, je vous demandais d'interpréter donc le cliché suivant. Donc quand on vous demande d'interprétation, il faut toujours dire de quel type de cliché il s'agit. Donc là, je pense que vous avez reconnu une IRM pelvienne au niveau du pubis, en coupe sagittale, puisque l'on voit avec le curseur, je vous montre, à ce niveau-là, on voit le sacrum, donc le rachis, l'avant, l'arrière à ce niveau-là, et puis l'utérus en coupe sagittale. Donc c'est une IRM pelvienne en coupe sagittale. Il faut toujours dire quand vous avez une IRM quel est le type de séquence. Donc là, c'était une séquence T2. Pourquoi T2? Parce que vous voyez que le liquide que vous voyez ici dans la vessie est blanc. Et donc ça signe la séquence T2. Alors que quand le liquide est noir, c'est la séquence T1. Donc, je vous demandais, après avoir dit ça, de légender. Donc A, donc c'est la vessie. B, c'est le pubis, donc c'est ce qu'il fallait voir. C, c'est le vagin. D, à ce niveau-là, le fond utérin, sachant qu'on voit bien donc l'utérus qui est à ce niveau-là, avec le col plutôt qui est ici. E, c'est le rectum qui est derrière. Et F, c'est le sacrum. Donc c'est ça qu'il faut. Alors, je ne pense pas que c'était une question qui posait vraiment trop de problèmes. Ce qu'il fallait voir aussi à ce niveau-là, c'était le myome. Bon, on le voyait vraiment bien, parce qu'en plus, j'avais mis la flèche avec la taille. Donc on voit le petit G ici. Donc c'est le myome utérin qui faisait 3 cm. Quand on vous dit aussi interpréter une image, il ne faut pas tout de suite conclure, mais il faut détailler. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois une image arrondie. Alors ici, elle est noire. Donc, vous savez que quand c'est noir, gris, c'est plutôt en intense, hyposignal. Alors que quand c'est blanc, c'est plutôt en hypersignal. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Faites bien attention quand on vous demandera d'interpréter une imagerie. Quand vous avez une échographie, vous parlez d'échogénicité, donc vous dites hyperéchogène, isoéchogène, hypoéchogène. Donc une échographie, c'est l'échogénicité. Quand vous avez un scanner, vous parlez de densité, hyperdensité, isodensité, hypodensité. Et quand vous avez une IRM, vous parlez de signal, hypersignal, hyposignal, isosignal, d'accord? Ou d'intensité du signal, hypointense, hyperintense. C'est vraiment très important parce que vous pourrez vraiment vous faire avoir. Et puis, quand vous faites la visite, ça ne fait pas sérieux de se tromper pour un truc aussi bête. Donc voilà, faites bien attention. Donc c'est une image arrondie, iso-hypoéchogène, de 3 cm, qui est enchâssée dans le myomètre. C'est donc un fibrome utérin antérieur, puisque vous avez à ce niveau-là la face postérieure de l'utérus, à ce niveau-là, qui est vers l'arrière, qui est vers le sacrum, et vous avez à ce niveau-là la face antérieure de l'utérus. Donc le myome est antérieur. Voilà. Et y avait-il une indication à une IRM si le myome était visible à l'échographie? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'en effet, vous avez une patiente qui a une suspicion de myome. L'examen de première intention, c'est l'échographie pelvienne. Par voie suspubienne et par voie endovaginale. Je pense que ça, vous avez bien compris avec les dossiers tout à l'heure. Et ça doit suffire. L'IRM pelvienne, vous allez la demander, vous allez la prescrire si jamais vous avez un doute quant au diagnostic, si jamais vous avez un doute quant à la taille du myome, quant au nombre de myomes. Sur un utérus très volumineux avec polymyomateux, vous allez demander une IRM. Ou si jamais vous avez envie de mieux évaluer ce qu'on appelle le mur postérieur, ça veut dire la distance que vous avez entre la limite du myome ici et puis le bord de l'utérus. Parce que si jamais la distance est moins de 5 mm, c'est-à-dire trop ténue, quand vous allez le traiter, par exemple en faisant une résection par l'intérieur, vous risquez de transpercer l'utérus et de faire des lésions. Voilà. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas forcément besoin, je pense, de faire une IRM, il n'y a pas vraiment d'indication, je ne sais pas comment était l'échographie, peut-être que la patiente avait une mauvaise échogénicité, ça arrive, et qu'on ne voyait rien. C'est pour ça que le médecin lui a demandé.
Je vous l'avais mis aussi, surtout pour faire travailler un petit peu l'anatomie et comprendre ce que c'était qu'un fibrome. Voilà. Mais non, il n'y a pas forcément besoin de faire une IRM quand on a une patiente qui a un fibrome. Alors, avant-dernière question, question 5. La patiente vous signale vouloir conserver son utérus. Qu'est-ce que vous pouvez lui proposer comme prise en charge devant ces images? Il y a des recommandations qui sont sorties aussi par la HAS récemment qui disent devant ce type de myome type 1, type 2 intracavitaire, c'est la résection hystéroscopique qui prime. Le traitement médical, il ne servira pas à grand-chose, il n'arrivera pas vraiment à soulager la patiente. Ce qui est important, c'est d'envoyer la pièce, en tout cas opératoire, ce que vous allez réséquer, en anatomopathologie. Et puis, là, pour cette patiente, puisqu'elle saigne depuis quand même un petit bout de temps, vous allez rechercher et traiter une anémie par carence martiale. Alors, ce que je voulais vous montrer, sont les différents types de myomes qui peuvent exister. Et puisque c'est ça qui va définir un petit peu la type de prise en charge qu'on va faire. Donc, je vous ai présenté ici un utérus, un gros utérus, en coupe sagittale, avec ici le col utérin, et ici le fond utérin, et puis ça, c'est l'épaisseur du myomètre. Vous avez le myome intracavitaire, qui est le myome qui est donc c'est de la fibre musculaire lisse qui est comme ça, qui est complètement dans la cavité utérine, entièrement. Donc ça, c'est un myome intracavitaire ou type 0. Voilà, donc à savoir, vous le verrez peut-être. Après, les myomes vont être plus ou moins enchâssés dans l'utérus. Et en fonction de leur enchâssement dans l'utérus, on leur donnera un numéro. Vous avez les myomes qui sont pas beaucoup enchâssés dans l'utérus. Vous avez ceux qui sont encore un petit peu plus enchâssés, c'est-à-dire qui sont un petit peu plus profonds, comme ça. Et puis vous avez ceux qui sont complètement dans le myomètre, comme ça. Et puis vous avez aussi ceux qui sont à l'extérieur, comme ça. Alors, je vous ai dit que ça c'était le myome intracavitaire, c'est le myome type 0. Ça, c'est le myome intracavitaire plutôt intramuqueux, donc vers l'intérieur, type 1. Puisque plus de 50% de son volume, vous voyez, est dans la cavité utérine. Donc ça, c'est le type 1. Ça, plus de 50% de son volume est enchâssé dans le myomètre par rapport à ce qui est dans la cavité. Et donc ça, c'est le type 2. Celui qui est complètement interstitiel, c'est le type 3. Et on s'arrête là pour les chiffres. Ceux qui seront plutôt à l'extérieur, ça s'appelle des sous-séreux. Comment est-ce que vous faites vraiment le diagnostic entre 1 et 2? Parce que parfois ça peut ne pas être très facile. C'est quand vous faites l'hystéroscopie, ça veut dire que vous mettez la caméra comme ça qui rentre dans l'utérus et puis vous regardez. Eh bien vous allez voir en fait l'angle entre le bord du myome et la paroi ici. Quand c'est un type 2, en fait l'angle ici est ouvert, il est obtus, il est ouvert. Et quand c'est un type 1, l'angle est aigu à ce niveau-là. Donc c'est une des manières de voir en hystéroscopie de quel type de myome c'est. Bien sûr, l'échographie et éventuellement l'IRM, si jamais il y avait une indication à en faire, pourra vous aider aussi. Mais en hystéroscopie, c'est comme ça qu'on le voit. Donc et alors, ce qui est très important, c'est de voir après le mur postérieur, ça veut dire la distance qui est entre là et l'extérieur. Là et l'extérieur. Ça s'appelle le mur postérieur. Et il faut que ça fasse plus de 5 mm si jamais vous voulez proposer à la patiente une résection hystéroscopique par l'intérieur sans avoir un risque de perforer et de faire une plaie d'organes de voisinage vers l'avant la vessie, vers l'arrière le rectum, à l'extérieur ça peut être les ans de grêle. C'est vraiment une complication qui est gravissime et qu'il faut prévenir justement par la mesure de ce mur postérieur, puisque là vous dites mais oui mais une fois qu'on a gratté le myome, on voit le muscle, on s'arrête, mais en fait quand on a une hystéroscopie on ne voit pas forcément très bien la différence entre le myome et le myomètre. Donc voilà ce qu'il fallait savoir pour la classification des myomes, et je pense que voilà, ce petit schéma, gardez-le en tête, ça pourra vous aider. De quoi devez-vous informer la patiente? Donc ça c'est la dernière question, question 6 concernant le traitement. Donc c'est une résection hystéroscopique. Il faut l'informer, donc il y a les complications qui sont liées à l'anesthésie, parce que ça se fait sous anesthésie générale. Et puis au geste, il y a toujours un risque, donc ça vous avez compris, de perforation, de plaies d'organes de voisinage, d'hémorragie, c'est possible, d'infection, puisque vous mettez un corps étranger dans l'utérus. Il y a un risque, il faut bien lui dire, de résection partielle, puisque parfois on n'arrive pas à tout réséquer, de récidive, et éventuellement de possibilité de résection secondaire, d'une nouvelle intervention, il faut bien lui dire. Une des autres complications qu'il faut connaître, je pense que vous le savez, c'est un petit peu c'est ce qu'il y a aussi dans la résection de prostate par voie endoscopique, c'est le TURP syndrome.
TURP syndrome, c'est un acronyme. TURP, ça veut dire TURP, c'est transurétral résection de prostate. Puisqu'en fait, ce que vous allez utiliser pour faire la résection, le produit qui va rincer, qui va écarter la distance de la cavité, c'est du glycocol. Et le glycocol, quand il passe en quantité trop importante, quand il est absorbé en fait par les capillaires, les vaisseaux au niveau de l'utérus, il passe directement dans le sang et ça peut entraîner des hyponatrémies assez sévères. C'est pour ça qu'on contrôle en permanence quand on fait une résection hystéroscopique d'un myome ou quand on fait une résection de prostate, c'est la même chose. On contrôle l'entrée et les sorties de glycocol et si jamais il y a un déficit de plus de 500 cc, ça veut dire que si jamais il y a 500 cc qui était rentré mais qui n'est pas ressorti, c'est qu'il est passé dans le sang et dans ce cas-là, il y a un risque d'hyponatrémie assez sévère. Et vous savez que c'est à dépister, il faut vraiment faire attention. Et vous savez aussi, mais ça c'est un parallèle, enfin c'est une petite parenthèse, une correction trop rapide d'hyponatrémie, c'est plutôt une hyponatrémie chronique, hein, mais peut entraîner des complications gravissimes qui sont la myélinolyse centropontine, donc avec une nécrose au niveau du tronc cérébral qui peut entraîner des complications très sévères. Donc bon, il faut le savoir que le TURP syndrome peut exister à cause du glycocol, et c'est pour ça que les interventions de myome, de résection de myome ne durent pas trop longtemps, puisqu'on sait que plus l'intervention dure longtemps, plus il y a un risque que le glycocol, plus on en utilise, plus il y en a qui est absorbé, moins il y en a qui revient, et donc plus le risque d'hyponatrémie est important. Donc si jamais je vous dis que vous avez un déficit qui a plus de 500 cc, pensez à faire une natrémie à votre patient en post-op immédiat. Et à le corriger tout doucement si jamais il y en a une. Voilà, donc c'est ce qu'il fallait savoir pour ce dernier dossier. Et voilà, donc c'est la fin de la conférence numéro 1 et je vous retrouve pour la conf numéro 2.